Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, on va parler d'un de mes plaisirs coupables, le film catastrophe. Alors, c'est pas vraiment un film catastrophe dont je vais vous parler ici, mais plutôt d'un film science-fiction catastrophe, Prédiction, sorti en 2009, réalisé par Alex Proyas, qui est un réalisateur australien, connu malheureusement pour avoir été réalisateur du dramatique The Crow. Enfin, dramatique pas parce que le film est mauvais, pas du tout, mais parce qu'il a vu la mort donc de Brandon Lee lors du tournage, mais aussi de Dark City de iRobot. Donc c'est quand même un réalisateur qui a fait des films plutôt solides et qui s'est attaché ici à réaliser donc voilà, une sorte de film un petit peu fantastique avec Nicolas Cage dans le rôle principal, un Nicolas Cage très critiqué autour de cette période-là, notamment après son rôle dans The Wicker Man, et qui, je vous l'avoue ici, n'est pas génial non plus dans ce rôle. Enfin, le problème de Nicolas Cage, c'est que il y a des rôles où ça passe et des rôles où ça passe pas. Et là, ça fait partie des rôles où il a du mal quand même, dans le côté père de famille sobre, triste, qui découvre des trucs et qui doit prévenir des gens. Où il y a des moments, c'est un peu compliqué pour lui à gérer. Voilà, petite parenthèse fermée, parce que Nicolas Cage a quand même fait des grands films, notamment Snake Eyes, pour ne citer que celui-ci, ou The Rock. Bref, je sors du sujet, donc prédiction, c'est en Knowing en anglais, parce que prédiction ça fait un peu lambda comme film. C'est donc un film science-fiction catastrophe, plaisir coupable disais-je, c'est vrai que j'aime bien des fois me faire des films catastrophes, et celui-ci je l'avais bien aimé quand je l'ai vu une première fois, et j'avais envie vraiment de le revoir, c'est un moment où je me dis, il faut que je le revoie, parce que voilà, je l'ai vu, je l'ai vu il y a 7 ans je pense, parce qu'il est sorti en 2009, j'ai dû le voir il y a 7-6 ans, et ouais, j'avais vu ça dans un bon mood. Mais là, en le revoyant, je vous avoue que j'étais un peu plus navré, entre guillemets, même si ça reste un film qui a des bons moments. Ça dépasserait pas les 6 sur 10, notamment pour son message final. Mais ça, j'y reviendrai à la fin en conclusion spoiler. Donc, film avec un scénario de base assez simple. 1959, une école décide de participer à un concours sur le thème du futur et tous les enfants mettent dans une enveloppe, dessinent sur une enveloppe leur vision du monde 50 ans plus tard. Et il y a une fille, alors que tout le monde décide des fusées, des trucs futuristes de base, il y a une fille un peu étrange, un peu isolée, un peu autiste dans son coin qui dessine une série de nombres, un peu en transe et tout. Et on se retrouve 50 ans plus tard avec donc Nicolas Cage, qui bosse à l'université, professeur d'astronomie, dont son fils est à moitié sourd. Et c'est son fils qui, 50 ans après, en déterre les capsules avec les lettres. C'est son fils qui découvre la lettre de la fille, de la fille un peu bizarre, avec la série de nombres. Et donc, à partir de là, une connexion se fait, plus ou moins, et puis des choses se passent. Puisqu'en fait, on découvre très vite, c'est pas vraiment un spoiler, que ces chiffres sont des coordonnées, des dates et des nombres de morts de catastrophes qui se produisent sur la Terre. Des catastrophes qui sont déjà produites, donc Nicolas Cage se rend compte très vite du truc, et après des catastrophes à venir. Et donc le monsieur se rend compte bon, d'abord, il ne sait pas où ça va se passer, puis il découvre des latitudes, des longitudes, de façon mais très très étrange. Comment il découvre ça? Enfin, il y a des raccourcis dans le scénario là-dessus, assez improbables. Avec le recul, c'est là où ça se rapproche du film catastrophe plus que du film de science-fiction. C'est que, hop, on va très vite. Ah ouais, tiens, hein, des chiffres, oh, ça doit être des latitudes et des longitudes en fait. Oh, ça, c'est le nombre de morts. Tiens, je sais pas comment peut-on d'une liste de chiffres lambda, pouf pouf pouf, comme ça. Enfin, vraiment, c'est hasardeux, mais pourquoi pas? Puis en une nuit, il découvre tout. Il doit y avoir 50 trucs, là, en une nuit, même s'il dort pas, c'est un peu chaud. Ah oui, petite quand même parenthèse, c'est un père de famille seul, sa femme est morte quelques mois auparavant dans un incendie, donc dépression, alcool, compagnie. Bon. C'est là que Nicolas Cage joue pas super bien ce rôle-là. Il est plus dans le côté action, ça peut passer, mais là, dans le côté sobre, euh, déprimé, avec un souvenir un peu triste derrière, ça passe pas trop. Voilà, c'est pas son style de jeu. Donc voilà, donc il se retrouve à devoir prédire, à faire Cassandre, le syndrome de Cassandre, hein, vous connaissez, à prédire des catastrophes, tout ça. Il y a son meilleur ami qui est joué d'ailleurs, c'est le hasard, j'ai vu ce film par hasard le lendemain de Ready Player One, joué par Ben Mendelsohn qui joue dans Ready Player One. Son meilleur ami donc n'y croit pas, et puis bah voilà, au fur et à mesure forcément. Il essaye de prévenir les catastrophes, de prévenir les gens, il va sur place, donc il y a des scènes très bien faites, ça, sur les côtés, les catastrophes qu'on peut voir, notamment le crash d'un avion. C'est cette scène qui m'avait marqué la première fois que j'avais vu le film,
Vraiment super bien fait au niveau effets spéciaux. C'est un film qui jouit vraiment d'un beau visuel là-dessus, et sans rentrer d'ailleurs dans la surenchère. C'est pas du 2012, hein. Donc c'est assez bien fait. Mais bon, côté science-fiction par contre, pas top, pas top. Alors, justement, pour le côté science-fiction, il va falloir que je spoil à partir de maintenant, parce que, évidemment, il y a tout un truc autour de ces prédictions de catastrophes qui sont révélées au fur et à mesure du film, et on comprend très vite les tenants et les aboutissants. Donc, spoiler, voilà, on apprend très vite donc que à la fin de la liste, il y a un EE, à la fin de la liste de chiffres, il y a un EE, où on comprend que la jeune fille d'époque en transe, qui s'appelle Lucinda, a voulu dire que sur la dernière date, EE c'est everyone else, donc tout le monde allait mourir. Voilà, tout le monde sauf ceux qui étaient là où elle devait être, dans un endroit particulier, là où des gens allaient peut-être sauver quelques personnes dans une sorte de arche intergalactique. Parce que oui, ces messages en transe de chiffres et tout, pour prévenir la fin de l'humanité, tout simplement, a été envoyé par une race d'extraterrestres supérieure qui voulait sauver l'humanité, enfin du moins qui voulait sauver les élus, en prenant une fille et un garçon. Alors, c'est là où le raccourci du scénario est assez violent. Déjà, des extraterrestres, bon, pourquoi pas. Le petit garçon, fils de Nicolas Cage. Bizarrement, Nicolas Cage tombe sur une femme avec une petite fille aussi. Eh ben, très, très vite, on comprend que les deux enfants seront les deux élus et les deux sauvés à la fin. Les deux Adam et Ève futuristes. D'ailleurs, c'est terrible parce que la toute dernière scène, on voit le petit garçon et la petite fille avec le The Tree of Knowledge dans le, vous savez, dans le paradis perdu. La symbolique religieuse là-dessus est absolument frontale, direct dans ta gueule. C'est vraiment le film américain pur et dur, avec aussi la réunion familiale autour de la famille de Nicolas Cage, du professeur à la fin, et le père qui est pasteur. Enfin, oh, que c'est lourdingue comme finale, que c'est lourdingue. Et d'ailleurs, c'est tellement lourdingue au niveau du symbolisme religieux, et même avant, avec des dessins aussi qui ressemblent à enfin, des trucs tirés de la Bible. Enfin, il y a plein de trucs là-dessus. À un moment, on voit des êtres blancs, donc on pense que voilà, c'est des extraterrestres, on le voit à la fin, mais pendant une partie du film, on pense que ce sont des anges envoyés de Dieu, quoi, les anges de l'Apocalypse, tellement c'est codé religieux. Voilà, bon, on fait ce qu'on peut. En même temps, c'est un film qui a dû plaire aux Américains et aux États-Unis, hein, du coup, parce que c'est très, très, très. Vous savez que l'art aux États-Unis, que ce soit littérature ou donc cinéma, est très, très, très lié aux textes religieux, dans les métaphores et compagnie. Donc il y a toujours une seconde lecture religieuse là-dedans. Et alors là, c'est même pas une seconde lecture, c'est carrément une première. Bref, voilà, donc à la fin, ils se font sauver en allant à un point précis, là où Lucinda s'était réfugiée, à écrire, à continuer à méditer sur ce qu'elle avait vécu. Et les enfants sont sauvés, tout le monde, et everybody else, everyone else, les EE, oui, meurent. C'est la fin du monde, avec en fait une éruption solaire gigantesque qui englobe, voilà, qui va cramer toutes les planètes. Je ne sais pas si c'est scientifiquement possible, si ça peut arriver, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, c'est déjà arrivé dans d'autres systèmes solaires, d'autres galaxies, mais ouais, bon, pourquoi pas. C'est une fin du monde remarquée assez originale, hein, c'est pas non plus un astéroïde ou une autre connerie du genre. Mais voilà, donc c'est Prédiction, Knowing, un film que j'avais beaucoup plus aimé la première fois. J'étais sûrement en état beaucoup plus détaché pour le voir, enfin moins, on va dire, moins sérieux, moins, enfin j'en sais rien, vous voyez. J'en attendais pas du tout quoi que ce soit et j'avais bien aimé, mais là j'avoue quand même que c'est un petit peu, c'est pas surfait, il y a des bonnes scènes, mais le scénario et le côté science-fiction là-dedans est pas bon, quoi. Ça rentre dedans. Et heureusement que visuellement, ça se laisse suivre. Heureusement qu'il y a quand même quelques scènes vraiment cool. Et qu'il y a un suspense sur la première partie du film assez sympa. Moi, j'aime bien ce côté prédiction de trucs et tout. Mais c'est trop simple, hein. Trop, trop, trop frontal. Et ça manque de recul et de réflexion, en fait. Il y aurait eu moyen d'aller un peu plus dans la réflexion et d'en faire un message un peu plus poussé. Voilà. Et oui, à noter qu'il y a Rose Byrne aussi dans le film, l'actrice australienne à ses côtés, hein, aussi, qu'on retrouve notamment dans Sunshine, si je ne m'abuse. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'elle a joué, c'est bien elle qui a joué dans Sunshine de Danny Boyle. Je vérifie, hein, en direct, hein, vous savez, c'est un pro ciné critique. Oui, c'est bien ça. C'est là où je l'avais vraiment. Enfin là, vraiment, elle avait crevé l'écran dans ce film-là. D'ailleurs, je crois qu'il est sorti la même année.
C'est assez étonnant. Non, 2 ans avant, voilà. Elle avait été révélée dans Sunshine. Et voilà, là aussi, elle a un rôle sobre. Enfin, c'est pas un film pour acteurs, hein, clairement pas du tout. À la rigueur, le petit enfant, enfin, celui qui joue le fils de Nicolas Cage, est pas si mal que ça. Chandler Canterbury, que j'avais découvert, me semble-t-il, aussi dans Fringe. Il jouait le rôle du jeune Peter Bishop, pour ceux qui connaissent la série Fringe de J.J. Abrams. Voilà, petite parenthèse. À la prochaine, ciao.